Bonjour, je suis Lies Kouki, je suis professeur des universités au Conservatoire national des arts et métiers, CNAP Paris, et notre cours d'aujourd'hui porte sur le DNS. Donc, le protocole DNS, c'est l'épine dorsale de l'Internet, c'est un pilier vraiment fondamental de l'existence de l'Internet. On peut dire que l'Internet d'aujourd'hui repose principalement, entre autres, sur le protocole DNS. Donc, on va découvrir le fonctionnement et l'architecture et d'autres aspects liés au DNS. Nous allons aborder le cours par une vue d'ensemble sur le protocole DNS, sa relation avec l'IETF, l'impact de l'IETF sur le développement du protocole DNS et son évolution. Par la suite, nous allons aborder l'architecture DNS, les messages, la composition de l'architecture DNS. Et par la suite, on va aborder le fonctionnement du protocole DNS ainsi que les différentes étapes pour les requêtes et les réponses DNS. Et à la fin, on va aborder la sécurité dans DNS et pourquoi c'est important de sécuriser le protocole DNS qui est considéré comme le pilier principal de l'Internet d'aujourd'hui. Pour commencer, donc il suffit juste de répondre à la question. Donc, que préférez-vous? Est-ce que le mieux c'est de taper par exemple sur le navigateur www.sncf.fr ou bien de taper l'adresse IP du SNCF? Et pareil, donc est-ce que le mieux c'est de taper directement le www.cna.fr ou bien de taper l'adresse IP du CNAM.fr sur le navigateur. Donc, évidemment, donc la solution et la réponse est très rapide, hein. Donc, la réponse le mieux, c'est de taper directement sur le nom du domaine, donc CNAM.fr, bien SNCF.fr. Et donc avec ça, on peut comprendre l'intérêt de DNS, parce que l'informatique d'aujourd'hui repose sur les adresses IP et l'ordinateur ne comprend pas, par exemple, c'est quoi CNAM.fr ou SNCF.fr. Il comprend les adresses IP, mais il ne comprend pas c'est quoi le nom de domaine CNAM.fr, bien le monde.fr, etc. D'où l'intérêt d'avoir un protocole sur Internet qui permet de faire cette relation entre le nom du domaine, donc CNAM.fr, et son adresse IP. Voilà, donc l'intérêt de DNS, c'est de faire une translation entre le nom de domaine et l'adresse IP. Donc si le navigateur sur la machine locale ne connaît pas l'adresse IP de SNCF.fr, bien de CNAM.fr, donc il existe un programme qui permet de trouver cette correspondance entre l'adresse IP et le nom de domaine. Donc, ça, c'est le fonctionnement, bien plutôt le rôle du protocole DNS, donc Domain Name Server. On peut dire d'une façon globale que DNS est une base de données distribuée qui permet de faire une correspondance entre un nom de domaine tapé par donc un client sur un navigateur et l'adresse IP correspondante à son serveur web. Donc avant d'aborder en détail le protocole DNS, c'est bien de faire un petit rappel sur les correspondances des adresses IP ou bien d'autres types d'identifiants. Donc, on sait que, par exemple, l'identifiant utilisé dans la couche 2,
c'est le Medium Access Control, bien l'adresse MAC. Donc elle est sur 48 ou 64 bits. L'adresse utilisée comme identifiant sur la couche 3, la couche réseau, c'est l'adresse IP. Donc c'est un ensemble de 4 éléments séparés par des points dans IPv4 ou bien sinon sur 128 bits, donc sur IPv6. Donc sur 32 bits sur IPv4, sur 128 bits sur IPv6. L'identifiant utilisé dans la couche 4, la couche transport, donc c'est l'adresse IP plus le numéro de port. Donc là, par exemple, j'ai donné l'exemple 123.4.56.7, 2.80. Donc entre l'adresse IP et le numéro de port, il suffit juste de mettre les 2 points. Et donc, cela forme l'identifiant sur la couche 4 et la couche transport. Sur la couche 5, on peut dire que les identifiants manipulés généralement par les utilisateurs sont les noms de domaine. Par exemple, www.cna.fr, bien google.com, etc. Voilà, donc ça, c'est les types d'identifiants qu'on utilise généralement au niveau de chaque couche protocolaire. Il est parfois intéressant et vital de faire la correspondance entre deux identifiants qui appartiennent à deux couches différentes. Par exemple, la translation entre une adresse IP et l'adresse MAC est faite par un protocole qui s'appelle ARP pour IPv4 ou bien NDP pour IPv6. ARP, c'est Address Resolution Protocol, et NDP, c'est Enable Discovery Protocol. Donc, l'ARP, bien sa version améliorée NDP, permet de faire une correspondance entre une adresse IP et l'adresse physique, qu'on appelle l'adresse MAC, l'adresse physique de la station. Ça c'est très intéressant. Par exemple, lorsqu'un paquet arrive à un routeur destination, et le routeur, avant de diffuser le paquet vers la bonne machine, s'il ne connaît pas l'adresse physique, c'est-à-dire l'adresse MAC de la machine, il faut qu'il envoie une petite requête ARP pour trouver l'adresse physique correspondante à telle adresse IP. On va aborder ça dans un autre cours. Il y a également la translation entre l'adresse IP et le nom de domaine, qu'on fait au niveau de protocole DNS. Et le DNS permet de trouver facilement et rapidement la bonne adresse IP qui correspond à un nom de domaine et vice-versa également. Il faut savoir que le DNS est le produit des efforts remarquables et extraordinaires de l'IETF, Internet Engineering Task Force. La première RFC, un Request for Comment, développée par l'IETF sur le protocole DNS, a été faite et publiée en 1983. Et par la suite, il y a eu plusieurs RFC, plusieurs livrables de l'IETF sur le protocole DNS, donc plusieurs évolutions. Par exemple, il y a la RFC 94-99 qui a été développée en 2024 et qui porte sur la terminologie DNS ainsi que quelques évolutions, par exemple sur le point de vue sécurité, etc. Donc, on peut dire que l'IETF est très impliqué dans la stabilité, dans l'évolution et l'amélioration du protocole DNS. Et l'IETF a joué toujours un rôle important, généralement, dans le développement et la mise en pratique de l'ensemble des protocoles manipulés sur Internet, tels que le protocole IP, le protocole TCP, le protocole DNS et autres, mais le protocole RTP également pour la voix sur IP, le protocole RTCP pour le contrôle de la voix sur IP également, des services multimédia.
Voilà, donc RFC joue toujours, bien l'UETF, via des RFC, joue un rôle important et primordial dans l'amélioration de l'Internet. Là, on voit deux figures qui correspondent à deux noms de domaine, bien à deux RFC différentes. La première, c'est la RFC qui a été développée en 1987 et qui porte sur la 1035, donc sur l'implémentation et la spécification de DNS. Et à gauche, on voit une autre RFC, donc développée en 2024 par les chercheurs Hoffman et d'autres. Donc, d'une façon globale, on peut dire que le DNS est un protocole qui permet de trouver facilement une adresse IP qui correspond à un nom de domaine. Et généralement, les applications client DNS utilisent ce protocole pour interroger, mais également pour demander des informations au serveur DNS. Donc, ce sont les serveurs DNS qui répondent à une requête client pour faire la correspondance entre l'adresse IP et le nom de domaine. Donc, DNS a été promu par l'ETF. L'ETF vraiment a joué un rôle très très important dans l'ensemble des évolutions de DNS depuis les années 80 à ce jour. Au sein de l'ETF, il y a également un autre organisme international qui a joué un rôle et qui joue toujours un rôle primordial dans la gestion des noms des domaines. Donc c'est l'ICANN américain et qui a joué toujours un rôle très important sur l'interopérabilité des RFC, sur l'interopérabilité des implémentations de DNS. Il faut savoir que le DNS utilise des numéros de port généralement bien définis. Par exemple, sur le serveur local, donc on utilise le protocole C3, mais on peut aussi utiliser d'autres protocoles. Donc là, sur cette figure-là que j'ai prise de Microsoft.com, on voit quelques usages du protocole DNS avec des numéros de port utilisés. Donc, généralement, on utilise le numéro de port 53. Il faut savoir également que au sein de l'ETF, il y a eu plusieurs groupes de travail, working group, donc bien des groupes de travail GT, bien WG Working Group, qui se focalise sur le protocole DNS sur plusieurs aspects, donc du point de vue opération, du point de vue fonctionnement, du point de vue délégation des serveurs et des noms des domaines. Donc, par exemple, le DNS Operation, c'est un working group qui a été fondé déjà depuis la fin des années 90 et qui a publié plus de 70 RFC. Il y a aussi un autre working group, donc le DELEG, qui s'intéresse beaucoup plus aux délégations des noms des domaines et aux serveurs DNS. Il y a aussi d'autres working groups qui s'intéressent à l'aspect sécurité, tel que le protocole, tel que le working group DNSSEC et d'autres qui s'intéressent à des aspects variés et riches dans DNS. Donc, il y a aussi, par exemple, le DNS Op, voilà, comme on l'a mentionné, qui s'intéresse beaucoup plus aux opérations, et d'autres working groups qui s'intéressent à des aspects complémentaires, donc, que ce soit sur les aspects sécurité. Bien également, il y a un autre groupe
qui s'intéresse à l'aspect confidentialité. Donc, c'est le groupe de travail d'EPI Prive qui a développé des mécanismes de confidentialité des transactions, donc, afin de mieux assurer la confidentialité, donc pour que la donnée ne soit pas divulguée à des entités non légitimes. Il y a tout un groupe de travail qui développe des techniques, des mécanismes, des approches pour l'amélioration de la confidentialité au sein de DNS. Donc, ces groupes de travail sont gérés par l'EETF et au sein de ces groupes de travail, généralement, il y a des industriels, des académiques, des chercheurs, voilà, des ingénieurs, des docteurs, etc., qui travaillent main dans la main afin d'améliorer le fonctionnement de l'Internet d'une façon globale. On va aborder maintenant l'architecture de DNS. On peut dire que l'architecture DNS est une architecture hiérarchique, hein, donc basée sur plusieurs niveaux hiérarchiques. Donc on trouve déjà le niveau machine, le niveau réseau et le niveau serveur. Donc, généralement, le point plus haut, c'est ce qu'on appelle le route. Et ça, c'est le niveau le plus élevé. Et vers la racine, en français. Donc, juste au-dessous de la racine, il y a le premier niveau qu'on appelle Top Level Domains, les TLD, hein, tels que, par exemple, .org, .com, .fr, .uk, .us, .edu, .net, etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les Top Level Domains, les TLD. Après, il peut y avoir aussi des Second Level Domains, les SLD. Après, les Third Level Domains, etc., etc. Puis après, jusqu'à, il y a le DNS Name of the Computer. Donc là aussi, en haut, j'ai donné un petit exemple. Donc, par exemple, www.inria.fr ou bien www.knam.fr. Donc, la racine, c'est le point. Le FR, c'est la TLD. Et le domaine, donc c'est le CNAM. Après, il y a aussi le hot, donc c'est le www. Cet ensemble-là, donc depuis le www jusqu'à, par exemple, knam.fr, le tout, il forme ce qu'on appelle le FQDN, qu'on va étudier par la suite. Voilà, donc on peut dire de façon globale que l'architecture DNS est une architecture hiérarchisée, basée sur plusieurs niveaux. Voici quelques exemples de noms de domaines DNS. Par exemple, on utilise le .org pour les organisations à but non lucratif. Le .gov, généralement, c'est pour les organisations gouvernementales non militaires. Puis après, il y a .mil pour les organisations, par exemple, militaires. On trouve aussi le .com pour les institutions, bien les organisations commerciales. .edu, on l'a utilisé auparavant pour les établissements, les organisations d'enseignement et de la recherche. Voilà, et d'autres également. Donc ça, c'est quelques exemples de noms de domaine DNS. Généralement, ils sont soit sur 2 lettres, soit sur 3 lettres. Pour les pays, généralement, on utilise 2 lettres. Hein, donc les codes des pays, par exemple, voilà, .fr, .uk, etc., etc. Donc, de façon globale, on peut dire que chaque élément d'un nom de domaine est appelé étiquette. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de www.knam.fr, chaque élément séparé par les points est appelé étiquette. L'ensemble de ces étiquettes forme ce qu'on appelle le FQDN, donc Fully Qualified Domain Name.
par exemple www.cnam.fr. Le nom complet donc de FQDN ne doit pas dépasser les 253 caractères. Et l'étiquette elle-même, donc c'est ce qu'on trouve entre deux points, hein, par exemple CNAM, par exemple bien les autres, par exemple ici Wikipédia, ou bien, etc. Donc là, on ne doit pas dépasser ça ne doit pas dépasser les 63 caractères comme taille maximale de longueur de l'étiquette. Et pareil, donc pour la longueur maximale d'un TLD, Top Level Domain, tel que .org, .com, .fr, etc. Donc normalement, pareil, ne doit pas dépasser les 63 caractères, mais bien que la plupart des TLD sont juste sur 2 ou bien 3 caractères. Il faut différencier deux types de TLD. Donc, on a les TLD qu'on appelle les GTLD, Generic TLD, hein, tels que .org, .net, .com, etc. Et aussi, il y a CC-TLD, donc Country Code TLD, Country Code TLD, et ça, ce sont les TLD réservés aux États, tels que .fr pour la France, .du pour l'Allemagne, .ca pour le Canada, etc., etc. Voilà, donc généralement, la taille maximale de l'ensemble des étiquettes, c'est-à-dire qui forment le nom de domaine complet, donc le FQDN, ne doit pas dépasser donc, le 157 caractères. Le nombre de niveaux maximum qu'on doit avoir, il ne doit pas dépasser les 127 niveaux. Hein, donc on ne peut pas faire par exemple 200 niveaux hiérarchiques dans une architecture DNS. Mais pourquoi? Parce que ça devient très complexe par la suite. Donc afin de mieux gérer l'ensemble des niveaux et aussi pour trouver facilement la réponse à un nom de domaine, le mieux c'est d'avoir un nombre réduit du niveau DNS. Voilà, donc il y a les GTLD, donc généralement c'est pour les organisations, les universités, les entreprises, donc c'est .org, .com, .net, .edu, etc. Il y a aussi les CC-TLD, donc les Country Code TLD. Donc ça, généralement, c'est pour les pays, hein, etc. Il faut savoir également qu'il y a deux types de serveurs DNS. Donc on a les serveurs de nom et les serveurs de racine. Les serveurs de racine, généralement, ils sont connus par les points. Par exemple, les serveurs de nom pouvant résoudre le premier niveau, donc voilà, .org, .be, etc. etc. Par contre, les serveurs de nom, donc généralement, sont des machines hein, qui contiennent des serveurs de nom de domaine, des informations donc, du nom de domaine qui permettent d'établir la correspondance justement entre le nom de domaine et l'adresse IP. Il faut savoir qu'il existe deux types de serveurs de nom. Donc, il y a ce qu'on appelle les Primary Domain Name Server. Donc, généralement, ce sont des serveurs de nom primaires. Et on a également les Secondary Domain Name Server qui permettent de reprendre le relais du serveur de nom de domaine en cas de problème, en cas de panne, par exemple, de serveur primaire. Donc, généralement, il y a une exigence très forte sur la disponibilité des serveurs DNS. On parle d'une disponibilité supérieure à 5.9 ou bien 6.9 même, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire c'est 99,99999% dans l'année. C'est très important d'avoir une disponibilité très très élevée de DNS, parce que comme on l'a mentionné auparavant, donc le DNS c'est l'épine dorsale de l'Internet. La disponibilité de l'Internet repose principalement sur l'efficacité,
la robustesse du DNS. Donc, il est important justement d'avoir des serveurs de nom secondaires qui permettent de donner des réponses au cas où il y a un problème, par exemple au niveau d'un nom de serveur primaire. Dans DNS, également, on a cette notion de délégation d'autorité. Donc, généralement, le système DNS est entièrement décentralisé au niveau planétaire. C'est vrai qu'il y a des serveurs routes qui sont des serveurs principaux, mais heureusement qu'il y a cette notion aussi de délégation, parce qu'à partir d'un serveur route principal, on peut aussi déléguer vers des serveurs à l'échelle des pays, etc. Donc, généralement, tout domaine est associé à une organisation responsable qu'on appelle registry, qui peut découper le domaine en sous-domaines. Par exemple, si on prend l'exemple de AFNIC en France, donc l'AFNIC dispose de l'autorité pour le domaine .fr. Alors que l'ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, dispose de l'autorité sur la racine. Donc le niveau racine, le point, est généralement géré par le ICANN. C'est une organisation mondiale qui a des liens avec les Nations Unies et qui permet de gérer d'une façon globale donc le point racine. Et l'ICANN donc, a fait des délégations à d'autres organisations à l'échelle des pays, etc., pour gérer les noms des domaines au niveau local. Donc en France, on a le AFNIC qui dispose de cette autorité de gérer le domaine.fr. J'ai mentionné ici un nom très connu dans le paysage DNS en France, donc Stéphane Borzymaier, donc un nom très connu dans l'AFNIC en France, dans le paysage de DNS en France. Il a fait plusieurs recherches scientifiques. À l'occasion, il a fait même des interventions chez nous au CNAM sur le DNS. Voilà, donc l'ICANN dispose d'un site connu, donc, qui est un organisme qui gère la racine, mais qui gère aussi le premier niveau, donc le TLD, donc les .com, .net, etc. Mais l'ICANN a livré aussi des délégations vers d'autres organisations à l'échelle des pays qu'on appelle G-Star, donc qui délèguent, qui gèrent aussi la gestion. Par exemple, VeriSign, c'est l'équivalent de AFNIC, mais VeriSign gère beaucoup plus de domaines. Donc, elle gère les .com, .net, .org. Par exemple, c'est elle qui gère le google.com, yahoo.com, etc., etc. Donc, en France, on a le AFNIC qui gère le .fr. Par exemple, c'est AFNIC qui gère google.fr, google.fr, CNIL.fr, etc., etc. Donc, les GSTRI, généralement, ont des rôles purement techniques. C'est-à-dire que chaque GSTRI doit tenir à jour la liste des domaines définis sur sa liste. Il faut savoir également que chaque GSTRI peut gérer comme lui semble mieux, donc l'attribution des noms des domaines sur sa TLD. Donc .fr, donc c'est l'AFNIC qui gère, elle peut attribuer les noms des domaines qu'elle souhaite. Et généralement, chaque GSTRI, par exemple avec AFNIC, autorise des organisations qu'on appelle des registrars pour vendre les noms de domaine. Donc, les registrars donc, ont un rôle vraiment commercial, business, alors que le registrar il gère uniquement la partie technique.
faut savoir que l'ICANN dispose d'un rôle central dans l'organisation de DNS parce que c'est elle qui gère le premier niveau et elle contribue d'une façon très efficace au bon fonctionnement du protocole DNS. Sur cette figure-là, j'ai montré une figure d'un meeting qui a été fait par le responsable, le président de l'ICANN aux Nations Unies, donc en 2025, en décembre 2025. Donc le président de l'ICANN a donné une présentation sur les activités de l'ICANN, les évolutions, etc., aux Nations Unies. Donc, c'est une vraiment organisation qui travaille main dans la main avec les pays, avec les ETF, etc., pour la bonne promotion de l'Internet au niveau mondial. Et joue vraiment un rôle très important dans la stabilité, dans la sécurité et dans l'interopérabilité aussi de l'Internet. Donc là, j'ai donné quelques exemples de serveurs de Racine. Donc, il existe 12 opérateurs de serveurs Racine indépendants qui gèrent 13 identités de serveurs Racine à travers le monde entier. Et l'ICANN, donc c'est une des organisations qui gère ces identités. Et elle gère principalement le serveur Racine L, qu'on appelle L-Roots. Donc sur cette figure-là, j'ai montré quelques exemples de serveurs qui gèrent les identités root au niveau mondial. Donc voilà, on trouve donc aux États-Unis, mais aussi en Europe et d'autres pays également, d'autres continents également. Donc, d'après des statistiques, j'ai trouvé sur ICANN, on trouve que les 3/4 des opérateurs techniques de TLD sont américains. Des TLD, pour rappel, donc c'est le premier niveau après la racine, top level domain. Donc, .org, .edu, .net, etc. Donc, d'après des stats, mais qui sont évolutives, qui peuvent changer d'une période à l'autre. Donc, le 3/4 des opérateurs techniques qui gèrent les TLD sont d'origine américaine, tels que Verizon, Nostar, Affilials, etc. Verizon également. Il y a aussi le Google qui gère aussi les TLD. La FNIC en France, c'est la principale organisation qui gère les noms de domaine en France. Donc, après avoir donné une vue globale sur le DNS ainsi que l'architecture du fonctionnement de DNS, l'architecture globale, on va aborder maintenant le détail du fonctionnement, les échanges entre le navigateur, le serveur, etc. Donc, l'idée globale de DNS, c'est de trouver facilement une adresse IP qui correspond à un nom de domaine. Donc, c'est le client, par exemple, sur sa machine, il tape www.cna.fr. Il faut que le serveur de l'autre côté, qu'on appelle le serveur de DNS, doit lui fournir l'information correspondante, donc c'est l'adresse IP du nom de domaine. Généralement, l'application qui permet de réaliser cette technique, c'est-à-dire trouver une adresse IP qui correspond à un nom de domaine, généralement est intégré au système d'exploitation, donc qu'on appelle le resolver en français. Et le resolver permet de communiquer avec les reserveurs. Donc, par la suite, on va donner un exemple de fonctionnement étape par étape. Voilà, donc dans cet exemple, on déroule le fonctionnement de DNS étape par étape. Dans la première étape,
l'ordinateur il demande au résolveur DNS où se trouve par exemple www.icann.org. Donc c'est le navigateur qui demande au résolveur, d'accord? Donc c'est le programme application qui se trouve au sein du système d'exploitation de la machine. Donc dans l'étape 2, le résolveur DNS demande à un serveur racine DNS, par exemple où se trouve le www.icann.org. Donc c'est le résolveur qui demande, donc il envoie une requête vers le serveur racine DNS. Et comme les serveurs racine DNS disposent uniquement d'informations sur les noms de domaine du premier niveau TLD, donc ils peuvent aussi indiquer au résolveur DNS, par exemple dans ce cas-là, d'essayer avec un serveur.org. Il va par exemple l'acheminer, va l'aider, va l'aiguiller, va l'acheminer vers un serveur.org. Donc dans l'étape 3, par exemple, le résolveur DNS va demander, cette fois-ci au serveur DNS.org, qui a été recommandé par la racine. Et comme donc, le serveur.org ne connaît que les domaines .org, donc c'est ce serveur-là, serveur.org, qui va indiquer au résolveur DNS d'essayer, par exemple, avec www.icann.org, il va l'aiguiller sur donc comme on a dit, vers le serveur DNS de www.icann.org. Dans l'étape 4, le résolveur DNS demande au serveur DNS le www.icann.org, c'est-à-dire où se trouve ce nom de domaine. Voilà, donc c'est une interrogation de la part du résolveur DNS vers le serveur DNS de l'ICANN. Bon, mais étant donné que le serveur DNS de www.icann.org, il connaît non seulement le TLD, mais aussi l'intégralité de l'adresse du site web, et donc dans ce cas-là, il va indiquer au résolveur DNS que le www.icann.org se trouve à l'adresse 127.0.43.7. Donc là, jusqu'à maintenant, le serveur DNS vient de donner la réponse où se trouve où se trouve le nom de domaine. Donc il correspond à tel numéro d'adresse IP. Donc dans la dernière étape, le résolveur DNS, tout simplement, il va indiquer à l'ordinateur, donc il va indiquer à la machine, que le www.icann.org se trouve sur le 192.0.43.7. Voilà, donc ça c'est le déroulement étape par étape, depuis l'interrogation du navigateur web où se trouve le icann.org jusqu'à l'étape 5, jusqu'à ce que le résolveur DNS offre cette information au navigateur. Voilà, donc d'une façon globale, on peut illustrer ce fonctionnement par ce schéma. Donc l'utilisateur qui envoie une requête vers le résolveur DNS qui peut se trouver sur le système d'exploitation local du client. Et le résolveur, par la suite, il va interroger les serveurs DNS. Donc il peut interroger, par exemple, le serveur racine. Il va interroger le serveur DNS.tld, donc les TLD, le top level domain, par exemple le .com. Dans l'exemple précédent, donc, on a interrogé le .org. Aussi, on peut interroger aussi le serveur DNS autoritaire, par exemple le serveur DNS.fr qui est géré par le AFNIC en France. Et donc, à la fin, à un moment donné, donc on va trouver la réponse. Donc, on va offrir la réponse qui inclut l'adresse IP qui correspond à la requête qui a été initiée par l'utilisateur. Donc, le fonctionnement global vraiment est très simple.
Voilà, il y a une communication de type client-serveur. Voilà, le client qui envoie une requête, hein, et le serveur qui envoie la réponse. Cette réponse, elle contient l'adresse IP qui correspond au nom de domaine indiqué dans la requête envoyée par l'utilisateur. Voilà, donc le fonctionnement global est donné par ce schéma-là. Voilà, donc il y a des queries. Hein, donc lorsque la query, la requête est passée par le, le navigateur du client vers le resolver qui se trouve sur le système d'exploitation du client. Et par la suite, donc, c'est le resolver qui va interroger les serveurs et les serveurs de nom de domaine. Et une fois on a la réponse, donc on offre cette réponse vers le resolver qui dispose d'un cache. Et par la suite, il va offrir cette information, l'adresse IP qui correspond au nom de domaine, qui va donc offrir cette information vers le user program. C'est important d'avoir le cache pour que, par exemple, dans une autre, bien dans une prochaine interrogation sur l'adresse IP qui correspond au nom de domaine, donc il y a le resolver qui trouve cette information dans son cache. Donc, du point de vue message, on peut distinguer deux types de messages DNS. Donc, on a le query et response, la requête et la réponse. On va étudier par la suite la composition de ces messages, requête et réponse. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de résolution de nom de domaine, c'est-à-dire comment trouver l'adresse IP qui correspond au nom de domaine. Donc, on a plusieurs approches. Une des approches, c'est l'approche itérative. Donc, dans cette approche-là, il y a par exemple le client qui interroge un premier serveur pour dire What is the IP address of www.google.com? Donc, si par exemple le premier serveur il ne connaît pas la réponse, il va interroger le deuxième serveur qui a été recommandé par le premier. Après, s'il ne connaît pas la réponse, il va lui dire, voilà, moi je ne connais pas, mais essayez avec tel serveur de nom de domaine. Donc le client, il va essayer avec le root, puis après il va essayer avec d'autres noms de domaine, etc., jusqu'à ce que, à un moment donné, donc on trouve la réponse, et c'est le serveur qui va offrir cette information directement vers donc le client. Donc voilà, dans l'approche itérative, hein, on interroge des serveurs, puis après chaque serveur va offrir au client une recommandation. Et après, c'est au client de suivre cette recommandation, donc d'aller chercher l'adresse IP qui correspond au nom de domaine, suivant la recommandation faite par le serveur de nom de domaine précédent. Alors, donc c'est le fonctionnement global de l'approche itérative. Après, il y a des avantages et des inconvénients pour telle recherche de résolution, donc du point de vue délai et performance et d'autres caractères. La deuxième approche, c'est l'approche récursive. Et dans cette approche de résolution, donc, il y a le client qui interroge un serveur pour dire What is the IP address of, par exemple, www.kna.fr. Et si le serveur ne connaît pas cette correspondance, donc c'est à lui d'interroger le prochain serveur de nom de domaine. Voilà, donc il y a une interrogation de nom de domaine à chaque fois, sans envoyer l'information vers le client. Et à la fin, donc une fois on trouve le serveur de nom de domaine de google.com, voilà, on répond vers les autres, on envoie une réponse aux autres serveurs qui vont les stocker dans cette information sera stockée dans le cache de chaque serveur, et l'information, bien la réponse traversera les noms des domaines
et serveur jusqu'à ce que l'information, bien la réponse arrive au client. Voilà, donc c'est deux approches différentes. Dans la première itérative, c'est la recherche par le client lui-même. Donc à chaque fois, il interroge des serveurs suivant la recommandation du serveur précédent, alors que dans l'approche de résolution récursive, donc ce sont les serveurs eux-mêmes qui essaient de trouver la bonne réponse. Voilà, donc on va voir maintenant, on va étudier le format des messages envoyés entre le client et le serveur, donc que ce soit les requêtes ou bien les réponses. Généralement, un message DNS est composé de 2 octets de taille fixe. Donc on a une l'entête DNS qui dispose d'une longueur fixe de 2 octets et qui dispose aussi d'autres champs qui sont variables. Voilà, donc on a il faut savoir également que les enregistrements de ressources, de réponses, bien d'autorité, etc., sont des informations à taille variable et leur taille dépend donc de l'information trouvée. Le port usuel utilisé, c'est le numéro de port 53 et les DNS, les messages DNS sont soit encapsulés dans des segments TCP ou bien dans des segments UDP. Donc là, on n'est pas sur une application vraiment temps réel pour utiliser le UDP, mais on peut utiliser soit UDP, soit TCP. Donc voici quelques explications sur les champs identifiants, flags, etc. Donc l'identifiant est tout simplement un champ de 2 octets, donc 16 bits, qui permettent d'identifier une transaction DNS. Voilà, elle est créée par l'émetteur de messages, généralement, donc c'est le client, et recopiée par le répondeur dans sa réponse, ça veut dire par le serveur. Donc cela permet au client DNS d'associer les réponses et les requêtes, mais aussi au serveur DNS d'associer les requêtes et les réponses. Et le deuxième champ, c'est le champ flags, il est sur 16 bits, qui contient des informations variées sur l'échange entre le client et le serveur. Et les flags, donc on trouve plusieurs flags. Il y a par exemple le requête-réponse, donc c'est un champ sur un bit qui est défini, voilà, par exemple lorsqu'il est défini sur 0, il s'agit d'une requête, lorsqu'il y a 1, il s'agit d'une réponse. Le code d'opération, c'est un champ sur 4 bits qui représente l'opération du service de nom de paquet. Et après, il y a la troncation sur un bit qui est défini est-ce que si le nombre total des réponses a dépassé la taille de datagramme UDP ou pas. Il faut savoir que, par exemple, si on transmet DNS sur UDP, il ne faut pas que la taille globale, finalement, dépasse ce qui est autorisé sur UDP. Voilà, si on dépasse cette taille, il faut faire la troncation. Donc, il faut tronquer, il faut segmenter et fragmenter le message. Et dans ce cas-là, on va mettre à 1 le champ troncation. Donc, généralement, sauf si les datagrammes UDP supérieurs à 512 octets, donc généralement, la taille max qu'on recommande, c'est de 512 octets. Après, il y a aussi d'autres champs tels que la récursivité, est-ce que c'est itérative ou pas. Également, il y a un champ qui est réservé, c'est un champ sur 3 bits. Il est utilisé, qui sera utilisé certainement sur des utilisations futures de l'Internet et d'autres protocoles, en association peut-être avec d'autres protocoles pour d'autres usages, pour d'autres services. Il y a aussi le code de retour, donc c'est un champ sur 4 bits dans les flags.
Donc, c'est la réponse qui contient la réponse bien l'information qui contient la réponse à la requête. Donc, voilà, est-ce que la réponse est réussie ou pas? Donc, est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des informations qu'on trouve dans le champ flags. Rappelons que le champ flags, il est sur de 16 bits, donc il est sur de 2 octets. Après, dans la deuxième ligne, on trouve aussi le nombre d'enregistrements de type question. Donc, c'est un champ sur 2 octets, sur 16 bits, qui représente le nombre d'entrées dans la section question qu'on va voir après. Hein, donc, la section question se trouve dans la partie variable du message DNS. Après aussi, il y a le nombre de réponses. Hein. Pareil, donc c'est un champ sur 2 octets, 16 bits, qui représente le nombre d'entrées dans la section réponse, hein, dans la cinquième ligne du message de la DNS. Après aussi, il y a le nombre d'enregistrements de ressources d'autorité, hein, donc, qui représente le nombre d'enregistrements d'autorité dans le message DNS. Et aussi, on a d'autres informations, d'autres ressources supplémentaires que le serveur DNS peut offrir au client. Sur la partie question, donc c'est le champ question qui se trouve dans DNS. Donc lorsqu'on parle de type de question, le type de question est un champ sur 2 octets, donc sur 16 bits, qui représente le type d'enregistrement demandé. Donc j'ai mentionné ici des informations de valeur hein, que j'ai reprises de Microsoft. Donc, il y a par exemple l'enregistrement .a, il y a l'enregistrement d'un alia, donc un CNAME, et il y a les enregistrements de transfert de zone, etc. Donc voilà, ce sont des informations qu'on peut trouver sur le type de question envoyée par le client vers le serveur. Après, il y a aussi un champ qui s'appelle classe de questions, donc qui représente la classe de questions. Généralement, ça passe sur Internet, donc généralement, on utilise le champ IN. Voici aussi un petit descriptif global sur la réponse à une requête DNS. Donc, il s'agit ici des réponses. Voilà, on trouve des champs tels que le nom, le type, etc. Il faut savoir que toutes ces informations, on les trouve dans la réponse. Donc, dans le champ réponse, c'est la cinquième ligne dans le message DNS. Et dans le type, pareil, le type est un champ sur 16 bits, donc sur 2 octets, qui spécifie le type de données qui sont utilisées dans la réponse. Là, j'ai donné quelques exemples. Hein, donc, lorsqu'on utilise la valeur 0,1, il s'agit de l'adresse de l'hôte. Lorsqu'on parle de 0,8, donc c'est un membre de groupe de mail, etc. Donc voilà, il y a plusieurs valeurs possibles dans le champ type qu'on trouve dans la réponse à une requête DNS. Il y a aussi la classe, donc, qui est une valeur encodée sur 2 octets également, 16 bits, qui permet d'identifier la famille du protocole ou bien l'instance de protocole. Donc, par exemple, on peut utiliser le 0,1, donc c'est l'Internet. Généralement, c'est ce qu'on utilise, hein, c'est IAN, c'est l'Internet. Après aussi, il y a parfois on utilise d'autres valeurs, donc pour des usages vraiment très particuliers. Il y a aussi le champ TTL qu'on trouve dans toujours la réponse à une requête. Donc, c'est la durée de vie des réponses. Généralement, cette information elle est sur 32 bits, qui est utilisée par les solveurs de nom lorsqu'ils ont un cache. Hein, donc, lorsque le résolveur dispose d'un cache, hein, c'est très intéressant de spécifier la durée de vie de cette information dans le cache. Il y a la longueur, donc c'est un champ sur 2 octets
qui indique la longueur des données suivantes par la suite. Et du point de vue données, hein, donc, voilà, donc on trouve d'autres ressources. Hein. Ce que l'on met, par exemple, dans ce champ dépend du type de la ressource que le serveur souhaite offrir au client. Donc, du point de vue transport, donc le transport, la couche transport, la couche 4 et sa relation avec DNS. Donc, le DNS est un message qui est généré sur la couche application. Et le message DNS dispose d'une taille globale maximale généralement de 512 octets. Lorsque ce message arrive à la couche transport va l'encapsuler dans un datagramme, dans un segment, par exemple UDP, va rajouter un header en tête et va transmettre ça à la couche IP, la couche 3, la couche réseau. Et la couche réseau, pareil, va ajouter l'entête, un header, et après on va envoyer ça vers la couche 2, la couche liaison de données qui fera le même travail. Voilà, donc généralement, si l'information, si la taille du message dépasse les 512, comme on l'a mentionné précédemment, donc on a un champ qui permet d'indiquer qu'il s'agit d'une information fragmentée. Et donc dans ce cas-là, on peut envoyer plusieurs fragments d'un message DNS vers le serveur. Donc après avoir décrit et expliqué l'architecture DNS et le fonctionnement étape par étape de DNS, on va aborder brièvement la partie sécurité de DNS. Il faut savoir que les messages DNS sont des messages très sensibles et très vulnérables aux attaques. Donc là, je donne deux exemples de messages Wireshark que j'ai générés moi-même sur ma machine. Et donc là, sur Wireshark, bien Ethereal, on voit la composition d'une requête DNS et aussi d'une réponse. Voilà, j'ai enlevé les adresses IP, etc. pour des raisons de privacy. Et dans le Wireshark, on trouve la composition protocolaire de des requêtes, bien des réponses. Hein, donc on trouve la composition des champs au niveau de la couche 2, Ethernet, après au niveau de la couche 3, donc ici j'utilise le IPv6, et après le numéro de port utilisé, et par la suite aussi la composition de query. Qu'est-ce qu'on trouve dans query? Voilà, donc si vous vous rappelez bien, dans query, dans la partie question, donc c'est la ligne 4, voilà, on trouve l'ID de la question, les flags. On a parlé des 16 bits des flags, etc. Après, il s'agit d'une question, il s'agit d'une réponse, etc. Donc, ces informations, malheureusement, sont vulnérables aux attaques. Donc, un attaquant peut facilement, avec certaines techniques, falsifier, par exemple, la réponse du serveur qui sera envoyé vers le client. D'où l'intérêt de sécuriser le DNS. Et l'EUTF a pensé à la sécurité de bout en bout du protocole DNS via l'intégration de plusieurs mécanismes de confidentialité, d'intégrité, de sécurisation des échanges, etc. Donc, l'ICANN, l'organisme international de gestion des serveurs root de DNS, a défini quelques vulnérabilités potentielles sur le DNS, des attaques possibles. Donc, généralement, lorsqu'il y a une attaque dans un système d'information, bien sûr un protocole réseau, bien sûr le DNS, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a eu une faille, il y a eu une vulnérabilité. Et donc l'ICANN a défini plusieurs potentiels de risques sur le DNS. Donc on a par exemple les botnets, donc où les attaquants, les malwares peuvent
programmer des machines intermédiaires, des machines zombies qui lancent des messages de très haut débit vers les serveurs DNS. Et à vrai dire, c'est ça ce qui s'est passé depuis quelques années. Donc, il y a eu une attaque depuis les caméras de surveillance sur les routes. Donc, les attaquants ils ont réussi à, trouver, à identifier une vulnérabilité dans les caméras de surveillance sur les routes, sur les autoroutes, les périphes, etc. Et les attaquants ont programmé ces caméras de telle sorte qu'ils envoient en même temps, en même instant, euh, beaucoup de requêtes vers les serveurs DNS. Et la conséquence est que les serveurs DNS ont reçu des millions et des millions et des millions de messages par seconde. Et par la suite, donc les serveurs DNS, malheureusement, se sont retrouvés avec des ressources limitées, donc avec des capacités de mémoire et de calcul très contraignantes. Et donc, ils ont subi ce qu'on appelle des attaques DDoS, Distributed Denial of Service. Il faut savoir que la conséquence d'une attaque DDoS très forte sur les serveurs route, bien sur les serveurs TLD de DNS, les conséquences malheureusement sont catastrophiques, parce que tout simplement c'est l'Internet qui ne sera plus fonctionnel. Une attaque forte sur les serveurs ICANN ou d'autres serveurs, donc les serveurs TLD de Racine, cette attaque peut facilement mettre à l'échec et mettre à plat tout le fonctionnement, la disponibilité de l'Internet au niveau mondial. Donc, il y a le ICANN qui a défini dans son conseil des recommandations globales à prendre en compte. Donc, depuis 2024, il y a eu plusieurs amendements qui ont été proposés, notamment que ce soit pour les GTLD, donc pour les Generic Top Level Domains, bien aussi pour les CC TLD, donc pour les TLD gérés aussi par les pays, tels que le .fr géré par la FNIC en France. Voilà, donc il y a eu plusieurs recommandations offertes par les amendements du Conseil qui a eu lieu le 5 avril 2024, des recommandations globales. Donc, il faut savoir que cette liste des attaques sont vraiment des attaques, c'est une liste vraiment très réduite, parce que dans la pratique, tout type d'attaque qu'on peut trouver sur un serveur d'entreprise, on peut également le trouver sur des serveurs DNS, malheureusement. L'IETF a proposé, entre autres, un protocole qui s'appelle DNSSEC, ce qui est une tentative d'assurer une bonne authentification cryptographique au sein de DNS. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout au départ, le DNS était dénué de tout protocole d'authentification, et donc les attaquants ont trouvé plusieurs failles de sécurité pour falsifier les requêtes DNS et les réponses DNS, etc. Donc la conséquence est que il y avait plusieurs cas d'usurpation d'identité, d'empoisonnement du cache DNS. Il y a eu aussi la possibilité de faire des attaques de type man in the middle, bien au milieu, etc., etc. Donc, il y avait plusieurs attaques sur les échanges entre les clients et les serveurs. Donc, l'IETF, avec un groupe de travail DNSSEC, a proposé ce protocole DNSSEC, donc Domain Name System Security Extension, qui permet de renforcer la sécurité via l'intégrité des réponses. Donc l'intégrité, c'est-à-dire on s'assure que les réponses n'ont pas été falsifiées, n'ont pas été modifiées depuis leur envoi du serveur vers le client. Donc, l'idée globale est que lorsqu'un résolveur, c'est-à-dire l'application cliente DNS qui se trouve sur le système d'exploitation du client, donc demande des informations et les réponses,
à la recherche DNS donc, sont validés par la vérification des signatures numériques. Donc il y a un échange numérique sur un échange des signatures numériques entre le résolveur et les serveurs nom de domaine. Et cet échange-là permet justement de s'assurer qu'il s'agit du bon client, bien et aussi il s'agit du bon serveur. Donc, et cela permet d'assurer une authentification sécurisée entre les clients et les serveurs. Juste, il faut savoir que le DNSSEC, il n'assure pas la partie confidentialité. Parce que la partie confidentialité, généralement, elle est gérée par un autre protocole au niveau applicatif. C'est le protocole TLS. D'accord? Donc, c'est Transport Layer Security, bien ce qu'on appelle TLS, qui permet d'assurer la confidentialité des échanges entre les navigateurs, entre un client et un serveur, etc. sur Internet. Et donc, le DNSSEC permet de rajouter une couche d'authentification cryptographique entre les échanges client-serveur. Il permet de renforcer la sécurité des connexions entre un client et un serveur. Donc généralement, lorsque ce protocole est activé, les échanges entre le DNS resolver et le serveur se déroulent toujours de la même manière, mais d'une façon à ce que d'abord on échange des signatures cryptographiques entre le resolver DNS qui se trouve sur la machine cliente de navigateur et le serveur destin, le serveur que ce soit le serveur de nom de domaine primaire bien secondaire. Voilà, donc généralement, il s'agit d'abord d'activer d'abord le DNSSEC auprès de Registro et par la suite, donc il y a un échange de signatures cryptographiques entre le client et le serveur. Et donc en terminant le cours de DNS sur cette partie-là, donc il faut savoir que la partie sécurité est une partie vraiment très importante dans DNS. Il y a de plus en plus de recherches scientifiques autour de la partie sécurité sur DNS. Nous avons par exemple proposé, voilà, moi-même dans une thèse de doctorat avec l'Université de Montréal, une proposition d'amélioration de services DNS utilisés sur les réseaux 5G et on s'est intéressé à trouver une solution basée sur les méthodes d'apprentissage l'IA pour remédier aux attaques et aussi pour remédier à l'attaque du type qu'on appelle DNS Amplification Attack. Donc, c'est une vraiment attaque très dangereuse qu'on trouve dans les systèmes DNS. Il y a plusieurs travaux de recherche en ce moment. On a travaillé avec l'Université de Sherbrooke, mais aussi avec l'Université de Montréal, avec l'Université aussi avec l'INRS et aussi avec d'autres centres de recherche pour trouver des solutions. Donc, il y a plusieurs recherches scientifiques au niveau mondial, donc faites par Microsoft, par Google, etc., sur la sécurisation du protocole DNS. Pourquoi sécuriser? Parce que tout simplement, si le DNS ne fonctionne pas, donc c'est tout simplement si l'Internet que ne fonctionne pas. Le DNS est le protocole vraiment d'épine dorsale de l'Internet. D'où l'intérêt d'assurer l'efficacité, la fiabilité, la sécurité de ce protocole. Donc, je termine le cours d'aujourd'hui sur quelques chiffres et quelques rappels historiques donc de la relation entre DNS et l'UTF, donc Internet Engineering Task Force, c'est l'organisme international qui gère plutôt l'Internet. Donc la première RFC DNS a été publiée en 1983. Et par la suite, il y a eu plusieurs groupes de travail au sein de l'IETF qui se sont intéressés à des opérations très variées et aussi, par exemple, à la partie sécurité, résilience, etc. Aujourd'hui,
on parle de plusieurs, des centaines de millions des noms, des domaines de registration sur le top levels. Donc jusqu'à juillet 2024, d'après le site de l'UETF, donc il y a eu 362 millions de noms du nom de domaine qui sont enregistrés sur les top levels. Donc sur ce cours, sur cette fin-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, donc lies.cookie@cnam.fr. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver sur d'autres cours.